projet Studium Parisien C, comme l'a dit Philippe Hoffmann, est un projet qui a été lancé en 2010 dans le cadre du programme européen de Jean-Philippe Jeunet, Sign and States, SAS, donc on dit SAS plutôt. Ce programme, Sign and States, avait pour ambition de traiter d'un certain nombre de problèmes liés, disons, au rapport entre la culture et la société. Et dans ce cadre-là, un des aspects concernait l'Université de Paris, dans la mesure où Jean-Philippe Jeunet avait depuis longtemps commencé une base de données sur cette Université de Paris. Et le projet SAS a permis justement de donner toute une plus grande ampleur à ce projet. Alors, cette opération scientifique, qui a été relancée en 2010, est en fait une opération qui vise à produire un répertoire bio-bibliographique de l'Université de Paris, enfin des écoles et de l'Université de Paris, du XIIe siècle au XVIe siècle, et même au-delà, disons, autant que faire se peut. Il faut bien voir, comme vous le savez, que l'Université de Paris est à la fois une organisation, une institution, une universitas, c'est aussi un centre d'études, un studium, et que de ce point de vue-là, il est nécessaire, pour pouvoir en couvrir l'ensemble finalement des modalités, il est nécessaire de faire appel à des spécialités, à la fois donc, des spécialistes d'histoire sociale institutionnelle, mais aussi des spécialistes d'histoire de la pensée, histoire de la théologie, de la philosophie, de la médecine, etc. Et du droit, évidemment. Donc, ce projet est par nature collaboratif et s'inscrit parfaitement dans les synergies, justement, qui sont nées du LabEx Aztec, donc dans le cadre, comme le disait Philippe Hoffmann, disons, de la culture, des savoirs et des techniques. Alors, ce projet est par ailleurs lié à la mise en place d'un logiciel dédié, le logiciel Prosop, qui est un logiciel dédié à la prosopographie et qui a, disons, comme originalité d'être donc un logiciel qui ici s'applique au projet Studium Parisien C, mais qui peut parfaitement être porté sur d'autres opérations, s'adapter à d'autres bases de données, disons, ou à d'autres projets. En quoi consiste-t-il ? C'est un logiciel qui permet de créer un dictionnaire, donc informatisé, dictionnaire rédigé en langage naturel. Donc les fiches que vous produisez sont rédigées comme dans un dictionnaire papier, mais grâce à des balises qui sont invisibles à la consultation, il est structuré et indexé comme une base de données. Donc c'est le principe qui justement est appliqué dans le cadre de Studium, comme je vais vous le montrer en vous donnant un exemple de fiche, et qui, alors sans vous montrer, disons, le background, mais, parce qu'on n'a pas tellement le temps non plus, mais il faut savoir que derrière cette fiche rédigée en langage naturel, vous avez tout un tas de balises qui permettent justement d'indexer l'information. Alors, ce projet donc, a été financé, comme je vous l'ai dit, sur les fonds du programme SAS jusqu'en mars 2014. Et il a donné lieu à 2 colloques internationaux en juin 2011 et en mars 2014, donc les journées Studium 1 et Studium 2. Nous espérons pouvoir faire une journée Studium 3, disons l'année prochaine, comme nous l'avons indiqué dans la demande de subvention. Vous avez, par ailleurs, disons, ce projet a été financé par le LabEx Aztec et par le LAMOP à partir donc, de janvier 2014. Et il est, disons, donc, cette fois porté pleinement par le LabEx et le LAMOP, avec l'aide également de l'IHMC qui a donc une collaboration pour la période moderne sur laquelle nous voulons nous étendre. Alors concrètement, puisqu'on parle ici, il fallait faire un bilan. Donc bilan des saisies qui ont été réalisées. Donc en 2010, il y avait 0 saisie. En 2014, donc octobre 2014, nous avions déjà atteint, grâce aux collaboratrices que nous avions engagées sur les crédits SAS, 6300 fiches saisies, donc, et publiées, sur un total de 14 300 fiches qui, elles, n'étaient pas publiées, disons, qui étaient justement en cours de publication et qui étaient, on pourrait dire, disons, pour partie, en tout cas pour 8000 d'entre elles, qui étaient donc non consultables. Mais sur donc 14 300 fiches, vous aviez 6 300 fiches publiées.
L'année suivante, en octobre 2015, donc grâce notamment à l'aide du LABEX, nous avions atteint le chiffre de 8 900 fiches publiées sur 16 000 fiches donc, au total. Donc vous voyez que le nombre de fiches totales évolue lui aussi, puisque en réalité, nous continuons, disons, à rentrer des données, nous continuons donc à augmenter la taille finalement finale de la base de données, même si ce nombre total est supérieur au nombre de fiches publiées. Enfin, donc là, les résultats d'aujourd'hui, octobre 2016, nous en sommes à 11 800 fiches publiées, donc près de 12 000 fiches publiées, sur un total de 18 300 fiches. Là encore, nous continuons à augmenter. Bon, il faut bien voir donc, que du coup, depuis le début de notre, disons depuis grosso modo le moment où le LABEX a aidé notre projet, nous avons quand même publié plus de 5 500 fiches supplémentaires. Dans l'absolu, bon, on ne peut pas donner de chiffres, disons, limites, hein, mais il faut bien voir qu'on peut imaginer, on peut très facilement imaginer que le nombre total de fiches avoisinera les 30 000, uniquement pour le Moyen-Âge. Bon, sachant que nous avons ensuite des perspectives d'expansion sur l'époque moderne, donc avec lesquelles, disons, sur laquelle nous allons travailler avec l'IHMC, hein, donc Thierry Amalou, Bruno Bellost, qui, disons, dans le cadre de Paris 1, et au-delà. Pour les 19e et 20e siècles, nous avons déjà noué des collaborations avec l'Institut français de l'éducation, à l'IFE, qui a récupéré les aspects historiques de l'INRP, c'est ça, donc de l'Institut national de la recherche pédagogique. Et donc nous avons ici des potentialités d'expansion par le biais d'interopérabilité des bases jusqu'au XXe siècle pour l'Université de Paris. Alors, rapidement, disons, je passerai la parole à Stéphane pour les aspects, disons, on pourrait dire, de prospective. Mais que peut-on faire d'ores et déjà avec la base qui est accessible? Bon, il suffit de taper Studium Parisien C sur Google, hein, c'est reconnu assez rapidement, et vous arrivez très facilement à cette adresse. Donc, on peut très facilement déjà voir un exemple de fiche. Pensez, disons, un personnage que tout le monde connaît et que vous pouvez apprécier. Donc, ici, donc, Nicole Orem. Je parlerai du moteur de recherche dans un instant, mais je vais directement à la fiche, là. Donc, on peut avoir la biographie donc, de ce personnage célèbre, et vous voyez ici, tout est rédigé comme une notice de dictionnaire, avec des rubriques hein, qui sont prédéfinies, avec des références bibliographiques qui sont indiquées, bon, en abrégé souvent, mais à la fin, vous avez la possibilité de développer les notices, enfin les références abrégées. Donc, bon, des données qui concernent les dates extrêmes, sa vie, son origine géographique, son réseau familial, ses réseaux professionnels et personnels, et puis évidemment sa formation, donc l'Université de Paris, le Collège de Navarre, comme vous le savez, son cursus donc, universitaire, sa carrière ecclésiastique, où, bon, là, disons, on a compartimenté l'information de manière à la rendre, finalement, disons, comme un défilement de carrière. Sa carrière professionnelle en tant que membre de l'université, donc il est grand maître du Collège de Navarre. Bon, disons, évidemment, il y a des informations qui peuvent être rajoutées. Hein, disons, visons pas, dans cette phase-là, à l'exhaustivité totale, les fiches peuvent être complétées. Et surtout, donc, il s'agit d'un dictionnaire, d'un répertoire bibliographique, dans la mesure où les informations réunies sont des informations sur la vie du personnage, mais également sur sa production littéraire. Et nous avons également donc, eu à cœur de noter les œuvres de cet auteur, ainsi que, ici, quand l'on appuie sur ce bouton, la possibilité d'avoir également les témoins manuscrits des œuvres qui ont été ainsi recensées.
donc avec l'indication des manuscrits, de l'incipit et du ou des incipits, il peut y en avoir plusieurs, et de l'édition moderne, quand elle existe, également de la traduction, quand elle existe. Donc vous avez ici un exemple, bon, c'est un auteur particulièrement prolifique, mais on a la possibilité, de ce point de vue-là, d'avoir ces œuvres donc classées et les témoins de ces œuvres. Alors, rapidement, si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà, disons, si vous avez un personnage ou des recherches à faire, vous pouvez très facilement donc, le retrouver comme je l'ai fait pour Nicole Orem en indiquant son nom dans la partie de la recherche nom, mais vous pouvez aussi extraire de cette base un certain nombre de groupes d'individus que vous voulez définir, comme par exemple pour extraire tous les maîtres en médecine. Vous pouvez très bien, disons, isoler ce groupe-là, donc ceux qui ont été notés dans la base. Bon, ce sont évidemment des maîtres en médecine qui sont passés par Paris. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'ils ont obtenu leur doctorat en médecine à Paris. Ça veut dire qu'ils sont passés par Paris et qu'ils sont par ailleurs connus comme maîtres en médecine. Mais si vous voulez, par exemple, avoir dans ce groupe-là les maîtres en médecine qui sont passés par Montpellier, en plus de Paris, vous pouvez très bien cumuler les deux recherches en faisant dans la biographie une recherche sur la formation, le studium fréquenté, et préciser donc que vous voulez ceux qui sont passés par Montpellier. Bon, donc là, il n'y en a que 19, évidemment, dans l'absolu, j'imagine qu'il y en a plus, mais c'est ceux que nous avons d'ores et déjà rentrés et publiés. Enfin, peut-être, disons, ce qui intéressera davantage certains membres du public, vous pouvez également faire des recherches sur la production textuelle, et vous demandez, par exemple, disons, combien d'œuvres recensées portent dans le titre le terme quaestio. Voilà, bon, vous en avez effectivement 124 et vous pourriez cumuler cela avec l'origine des manuscrits qui, disons, peut également être extraite. Alors, toutes ces requêtes qui sont finalement des requêtes de recherche, disons, attendues, ont été préprogrammées. Donc en fait, vous ne pouvez pas les modifier et rechercher quelque chose qui serait différent de ces types de requêtes-là. C'est l'intérêt, du coup, d'avoir développé à côté du logiciel Prosop et de Studium Parisien C, un autre logiciel, le Clio XML, que va vous présenter donc Stéphane Lamassé. En fait, le premier problème d'un travail collaboratif, c'est d'abord de comprendre de quoi on parle et essayer de voir si on peut effectivement échanger, collaborer, prendre de l'information tout simplement. Il y a donc des difficultés qui sont liées à l'homogénéité de la donnée. Il me semble que c'est un problème intéressant parce que, effectivement, il n'est même pas sûr que ce soit bon pour nous que la donnée soit homogène. C'est-à-dire qu'il est parfaitement recevable que chaque chercheur puisse travailler de manière autonome avec une donnée qui lui ressemble et qui n'est pas forcément homogène aux autres. Forcer l'homogénéité peut en fait nuire à un projet et parfaitement abolir les possibilités de résultats souhaités, espérés par chacun. Donc comment faire pour que chaque chercheur travaille de manière autonome, collabore le plus possible ensemble? C'est des problèmes qui sont en fait bien plus larges que notre base de données et qui sont liés à un projet qui est une espèce de gros projet européen qui s'appelle Héloïse et qui vise à faire converger des bases de données entre elles. Alors pour les faire converger, il faut d'abord les comprendre. Et les comprendre au sens étymologique, les prendre avec soi, quoi. Enfin les manipuler. Donc manipuler la donnée pour comprendre comment elle est fabriquée. Et ça, c'est l'objet du logiciel qu'on a développé, dont on a donné un nom. Bon, on donne toujours ce nom-là, Clio XML, pourquoi pas autre chose. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le logiciel est le plus générique possible. Il a été développé avec des fonds apportés par le LabEx, le LAMOP, Laboratoire de médiévistique occidentale, et il ne vise pas à rentrer en concurrence avec des projets beaucoup plus larges comme Refine, Open Refine de Google Group, mais il vise à s'adapter à des processus qui sont ceux des historiens et des sociologues. Donc je vais vous le montrer tout de suite, mais je continue ces propos introductifs pour vous dire qu'en fait, il s'agit d'un logiciel générique, donc il se détache de Studium. Il n'a
c'était pas très intéressant de rester complètement en contact avec Studium. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent des bases de données du type XML, en fait, utilisent des modélisations en XML. Mais très peu de gens utilisent des systèmes de requêtage pour pouvoir à la fois manipuler, c'est-à-dire transformer la donnée, et produire un résultat qui soit exploitable, en tout cas qui soit celui qu'on désirait. Donc comment faire cela? Et en même temps, deuxième problème qui se pose à nous, il faut aussi voir les données, donc rester dans un projet. Il fallait donc un logiciel qui puisse s'adapter morphologiquement à un projet quel qu'il soit, qui puisse interroger les données, qui puisse recoder les données et qui puisse échanger les codages des données entre chercheurs, échanger les requêtes, échanger les façons de regarder les données. On a considéré dans le développement de ce projet qu'une interrogation, un codage était une forme d'exploration et donc une forme d'intelligence sur les données. Alors évidemment, intelligence, c'est un peu un mot décalé, je trouve. Disons que c'est une forme d'interprétation des données. Et qu'à ce titre, il pouvait être intéressant de regarder ce qu'un chercheur avait fait avec notre base de données. Voilà. Donc ça, ici, c'est le dépôt logiciel. Alors, il est déjà un peu suivi, c'est-à-dire qu'apparemment, ça semble intéresser des gens du muséum. Et ça reste léger, hein, je ne l'ai pas mis il y a très longtemps. Et on continue à chaque fois d'actualiser donc, les nouvelles versions pour que les gens puissent le télécharger et corriger les erreurs que vous faites remonter quand vous en faites remonter. Alors, ça pose aussi un problème parce qu'en fait, au LAMOP, on n'a plus de développeurs, on n'a plus personne. Donc, c'est un logiciel développé à main d'homme, en fait, sur des financements qui sont très très faibles. Donc, c'est un logiciel en Java, hein, multiplateforme, développé en objet, pour ceux qui connaissent. Donc, tous vos ingénieurs peuvent parfaitement reprendre le code source, se l'approprier et le transformer. Alors, on ne travaille pas, nous, là, en ligne, on ne travaille pas sur les 8000 fiches, mais sur pratiquement 20 000 fiches en XML. Donc, ce qui se passe, c'est que le logiciel, en fait, dépose ses fiches dans un petit espace sur un serveur et que l'IEXML va chercher ces fiches. Il les met dans une base de données et à partir de là, on peut l'utiliser. Alors, évidemment, il s'agit plutôt d'un mode un peu expert d'interrogation et j'ai peur que ce ne soit pas très simple, a priori, à manipuler. Pourquoi il y a un login au début? Simplement parce que dans tout travail collaboratif, il y a toujours un administrateur et vous pouvez souhaiter, par exemple, ajouter des requêtes pour permettre en fait aux gens qui passent d'exploiter votre base de données. Donc vous pouvez préprogrammer des requêtes. Donc le travail qui a été fait sur Studium, on pourrait parfaitement l'implémenter ici. Je vais vite. Donc voilà. Je me dépêche. C'est le schéma de la base de données. Donc évidemment, ce n'est pas toujours d'une grande clarté a priori, mais c'est comme ça que l'information a été modélisée par les gens de Studium Parisiense. Et en fait, nous, on a relevé pour l'instant 3 grands usages de ce genre de base de données. Les gens souhaitent soit filtrer l'information, c'est-à-dire ajouter des conditions comme par exemple chercher tous les Parisiens. Les gens souhaitent faire des tris tout simples, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a dans les champs, et donc prendre l'ampleur de qu'est-ce que c'est qu'homogénéiser l'information. Donc on peut faire ce qu'on appelle des distributions, hein. On peut regarder un tri à plat avec la quantité d'informations. Alors quels sont les regards que je peux avoir sur ces données? En général, on veut transformer la donnée XML, qui est une donnée hiérarchique, en donnée tabulaire. Donc je peux fabriquer soit du tableau de contingence, donc par exemple me poser la question des grades, et de l'origine des gens, ou de leur formation universitaire, et donc par exemple revenir sur la requête que faisait Thierry tout à l'heure. Évidemment, je compte les individus. Et il doit fabriquer un tableau de contingence, c'est-à-dire un tableau à 2 entrées croisées où chaque cellule est le nombre de fois et le nombre d'individus qui correspondent à ce croisement. Le calcul est fait en ligne, et là donc il doit être... il
va être remis sur cette machine. Et ici, évidemment, la distribution est très peu importante. Donc, comme vous cherchez, enfin, comme on cherche en général où est la densité d'information, si je lui demande de diagonaliser, il va diagonaliser et me mettre les populations les mieux renseignées. Et donc, vous allez les voir apparaître en bleu, en blanc, en rouge. Et évidemment, ce que je peux faire après, c'est aller consulter les fiches que je viens de sélectionner. Autrement dit, la fouille des données n'est plus une fouille sur je sais par avance ce que je veux, mais je trie par exemple deux variables, donc les dates, les origines des individus sur les grades qu'ils ont obtenus, et je vais pouvoir voir le nombre de fiches, par exemple pour les Suédois ou pour les Allemands. C'est intéressant parce que ça permet en fait de revenir à la fiche initiale et de redécouvrir, vous voyez, l'information telle qu'elle est enregistrée dans la base de données. Ici, vous voyez, j'ai sélectionné cette cellule, mais j'aurais pu en sélectionner de manière discontinue. Donc ça peut être des cellules qui sont disjointes. Et comme il faut un peu accélérer maintenant qu'on a... Voilà, il y a 10 individus et je peux parfaitement donc voir ici les fiches qui ont été sélectionnées, les parcourir. Hein. Et surtout pour nous, parce qu'il y a un intérêt pédagogique à ce logiciel, voir la requête qui a permis de produire ça. Donc autrement dit, l'idée c'est aussi d'avoir une forme d'apprentissage. Ça ne nous regarde pas tellement nous en tant que chercheurs, mais pour des étudiants qui cherchent à se former, ça permet d'aller très très vite vers ce genre de langage, parce qu'on réduit le coût en voyant exactement le résultat que ça produit. Et il suffit de changer un paramètre dans la requête et on peut obtenir ce qu'on veut.